La campagne présidentielle a pris un nouveau tour mardi au Gabon avec l'annonce du retrait de deux des principaux candidats d'opposition en faveur d'un troisième poids lourd, Jean Ping, pour défier le président sortant, Ali Bongo, au scrutin à tour unique du 27 août. Quelle position de force? Ce n'est pas un problème de force. Ça n'a rien à voir. Vous avez des soutiens de poids donc? Ah, j'ai des soutiens de poids, oui. Au terme d'une dernière nuit de négociations, Jean Ping a obtenu le soutien de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guy Nzumba Ndama, et de l'ex-premier ministre Casimir Oyemba. Un ralliement solide et certain qui fait désormais de l'ex-président de la Commission de l'Union africaine le candidat unique de l'opposition. Aujourd'hui, le Gabon vit un événement inédit, le sens élevé du devoir. Le patriotisme ont prévalu sur tout le reste. Et c'est ça l'avantage. Et c'est un nouveau Gabon qui se construit, sans Ali Bongo Ndimba. La commission électorale CENAP a validé au total 14 candidatures pour le scrutin à un tour du 27 août. Les autres candidats n'ont ni le poids du président sortant, ni celui de ses trois principaux opposants. Le porte-parole du gouvernement gabonais, Alain-Claude Billy Binzé, a qualifié sur Twitter ce ralliement de marchandage d'épiciers qui n'a pour objet que la répartition des privilèges et fonctions. Jean Ping, comme Nzumba Ndama et Oyemba, est un ancien cadre du régime d'Omar Bongo, qui fut président pendant 41 ans jusqu'à sa mort en 2009. Âgé de 73 ans, Ping est né d'un père chinois installé au Gabon dans les années 1920 et a plusieurs fois été ministre d'Omar Bongo avant d'être porté à la tête de l'Union africaine en 2008. Environ 24 heures après les résultats de la présidentielle zambienne, des milliers de partisans du président sortant Edgar Lungu, déclaré élu dès le premier tour, se sont rassemblés pour faire la fête. Une célébration cependant hantée par la décision de l'opposition de contester les résultats devant la Cour constitutionnelle. Nous lançons un appel à tous ceux qui veulent diviser notre pays. La Zambie, en tant que nation chrétienne, le refuse. Nous sommes une Zambie, une nation. En allant au tribunal, ils ne peuvent pas aller à l'encontre de la volonté du peuple. Je suis certain que les Zambiens sont magnanimes. Ils attendront la fin du processus judiciaire avant d'introniser leur président. Lors du dépouillement, l'opposant Hashinde Hichilema a accusé la commission électorale de collusion avec son adversaire. À l'annonce des résultats officiels, 150 personnes ont été arrêtées à la suite de violentes manifestations de l'opposition. En tant que jeunes de l'UPND, nous sommes déçus par les résultats de cette élection. Ce qui se passe actuellement en Zambie n'a rien à voir avec la démocratie que nous avons connue dans ce pays. La requête de l'opposition a peu de chances d'aboutir dans un pays où le président sortant reste encore très populaire, notamment auprès des femmes et des jeunes. Un président dont la carrière politique s'est déroulée en grande partie sous le parrainage du charismatique président Michael Sata. Autre signe, mardi, l'ONU a dénoncé les violentes manifestations de contestation des résultats, appelant les Zambiens à, je cite, rejeter la violence et à éviter toute rhétorique incendiaire après ce scrutin électoral. L'histoire se répète au fil des semaines. Nouveau meurtre en pleine rue à Marseille. La victime, un homme âgé de 56 ans, a été abattu par une arme à feu lundi soir en pleine rue dans la cité de la Cayolle, un quartier du sud de la ville situé dans le 4e arrondissement. La rue était vide au moment des faits. L'homme circulait à pied sur l'avenue des Calanques quand on lui a tiré dessus. Les secours sont intervenus rapidement mais n'ont pu ranimer la victime. Très défavorablement connu des services de police, précise la Provence. Si l'hypothèse du règlement de compte se précise, il s'agira du 19e depuis le début de l'année. Le dernier remonte au 7 août. 2 hommes avaient été abattus, visés par des tirs de Kalachnikov dans le quartier des Chartreux. Le quinquagénaire, connu défavorablement des services de police selon une source proche du dossier, n'appartenait pas au milieu des stupéfiants. Capitale de la province sudiste d'Abidjan, cette ville de Zingibar n'est désormais plus aux mains de Al-Qaïda. Dimanche, les forces du gouvernement, soutenues par l'aviation de la coalition menée par l'Arabie Saoudite, ont lancé une opération en vue de la reprendre des mains du groupe djihadiste. Nous avons pénétré Abidjan pour y amener la sécurité. Et une fois que nous aurons restauré la sécurité à Abidjan, nous apporterons les commodités basiques. Abidjan a assez souffert et elle ne peut encaisser davantage. Depuis mars, les forces de l'ordre se sont lancées dans des opérations qui ont permis de reprendre de nombreuses villes et localités du sud aux djihadistes, mais elles se sont toujours heurtées à une forte résistance d'Al-Qaïda dans la ville de Zingibar.
Lundi, le ministre de l'Intérieur yéménite s'est rendu dans les villes de Jar et Zingibar. Il se réjouit du succès de l'opération. Nous avons une position ferme qui est de continuer cette offensive. Il n'y a pas de place pour le terrorisme dans ces provinces. Nous allons faire de notre mieux pour éradiquer ce fléau. Nous sommes confiants que notre population nous soutiendra. 112 heures de bombardement continu auront permis aux forces yéménites de détruire les armes lourdes et moyennes des militants d'Al-Qaïda. Un succès que saluent les habitants, adressant tout de même quelques requêtes. Pendant 2 ans, Abian a été dépourvu d'électricité et d'eau. Donc, nous demandons aux forces de la coalition et aux responsables de ceux qui sont entrés dans Abian de délivrer les gens de cette province de l'injustice dont ils ont souffert. D'autres habitants de la ville n'ont qu'un seul souhait, que le gouvernorat d'Abian reste pieux.